Je m'appelle Louis Diesbach, j'ai 31 ans, je suis franco-belge, donc j'ai quasiment toujours vécu ici, j'ai fait mes études ici. Euh, donc comme je disais, hein, j'ai d'abord j'ai fait un master en école de commerce, donc je suis sorti en 2016 et puis j'ai commencé à bosser dans le conseil. Et après, en parallèle de ça, j'ai fait un master en éthique et en philosophie que j'ai moi-même voulu orienter éthique de la tech. C'est vraiment ça qui m'intéresse beaucoup. J'ai eu quelques profs, notamment Thomas Berns, qui s'est pas mal spécialisé là-dedans et qui était hyper enrichissant, enfin vraiment, vraiment passionnant là-dessus. Après, j'ai toujours aimé écrire et je me suis dit que j'avais envie de continuer à écrire. C'est comme ça que j'ai écrit Laïque et sa servitude, avec vraiment une grosse base de ce que j'avais Que tu peux montrer, que je peux montrer qui est là, Voilà. effectivement. Donc ça c'est moi et ça c'est le livre et ça c'est nous tous. Et on y reviendra peut-être après. Euh, donc non, j'étais vraiment hyper content, hyper satisfait, très fier aussi d'avoir pu écrire ça. Donc voilà, ça c'est, je dirais, plus le côté mon œuvre, si on peut dire, c'est un peu rigolant, mais la partie de ma vie, je pense qu'il y a deux choses qui sont importantes pour vraiment comprendre aussi d'un certain côté le livre, et je pense que ça aura beaucoup de sens avec ce dont on va parler après. Et c'est donc d'une part que je suis marié à une femme qui s'appelle Clémence, à qui d'ailleurs le livre est dédié, parce que si jamais elle n'avait pas été là, le livre n'aurait sûrement pas vu le jour, donc ça c'est une première chose. Et j'ai deux enfants, Roman et Octave, qui ont respectivement, au moment de cet entretien, un peu plus de 2 ans et un peu plus de 6 mois, D'accord. qui sont vraiment merveilleux et qui apportent. Alors, Octave n'était pas né au moment de la sa servitude, mais Roman apporte une dimension bien plus importante parce que, et c'est des questions que beaucoup de gens me posent souvent, en mode, ah, mais est-ce qu'il y a encore de l'espoir par rapport à la tech, etc. Et je dis, écoutez, je suis papa de deux enfants, et si jamais il n'y avait pas d'espoir, je trouverais ça un peu terrible en fait. Donc heureusement il y a de l'espoir, heureusement il y a plein de choses à faire, mais voilà, cette volonté de prémunir un peu et de pouvoir apporter à différentes personnes un bagage tant technique que philosophique, moi c'est quelque chose qui a pris énormément de concrétude, on va dire, en août 2021, quand Roman est né. D'un second coup, je me suis dit, ah ouais, en fait, ça va être un sacré délire. Et donc, c'est pour ça que je trouve que ton projet est vraiment très chaud, parce que tu me mâches le travail, en fait. Je veux dire, quand Roman aura 9-10 ans et qu'elle va commencer à me parler des réseaux, je vais dire, alors écoute, je connais quelqu'un qui a écrit un truc à ce sujet. Voilà, exactement. Donc non, c'est pour ça que ça m'a aussi beaucoup parlé voilà, qu'on puisse échanger à ce sujet-là. Parce que je suis pas encore en plein dedans, mais Ouais. ça va arriver. Et je sais que Exact- ça va arriver. Exactement, Donc, exactement. voilà. Mais c'est ça que moi j'ai vraiment aimé dans mon bouquin, c'est que tu arrives à amener cette partie aussi responsabilité, future génération, comment on y pense. On le voit dans la dédicace de fin, où tu dis, en fait j'ai réfléchi, j'ai pris le temps de réfléchir à tout ça en me disant, ok, je suis aussi concerné par ça parce que j'ai une petite fille qui va être Bien exposée sûr. face à ça. Euh, et du coup, ça met tout de suite une touche supplémentaire à l'ensemble des explications. Quand tu parles c'est un ouvrage qui est hyper bien documenté, tu abordes plein de disciplines différentes, tu parles des nouveaux modèles économiques qui sont hyper lucratifs pour les entreprises, mais il y a des vrais humains derrière Mm. qui se font manipuler. Du coup, il y a une gratuité factice des réseaux qu'on paye avec nos données, notre attention. J'ai noté la notion de surplus comportemental que tu empruntes aussi. Shoshana Zuboff, tout à fait. Voilà. Et en fait, tout ça, on se dit, oui, c'est que des données, c'est que des zéros et des 1, mais quand on le rapporte à sa propre vie, à ses propres enfants, ça prend tout de suite une autre signification. Carrément. Et pour moi, en fait, c'est tellement facile de se dire que c'est lointain. Tu sais, et puis en fait, quand tu te documentes un peu, tu te rends compte que en fait, c'est pas si loin du tout. Et que justement, quand tu vis dans une économie globalisée où tout est tellement connecté sur plein de choses, bah en fait, on est en plein dedans tout de suite. Et moi, c'est un peu ce que j'ai voulu dire, c'est regardez toutes ces myriades de choses qui ont l'air d'être extrêmement infimes. En fait, si on les rassemble, ça fait un énorme bazar. Et c'est ça que j'aimerais bien qu'on traite. Et donc de pouvoir montrer aux gens que ce ne sont pas des myriades de choses. Ce sont en fait des choses qui vont les impacter directement. Et c'est un peu ce que j'ai essayé de faire avec le livre, mais tout en ayant, j'aime bien le préciser, et c'est peut-être bien de le dire dès le début de l'entretien, même si je sais qu'on reviendra dessus un peu après. Mon objectif n'est pas du tout d'être moralisateur et de dire aux gens non mais tout le monde doit quitter les plateformes. Et c'est ce que je dis, moi je ne veux pas qu'à la fin de mon livre, tout le monde se dise je quitte Facebook ou je quitte YouTube ou machin. Je veux dire, moi le premier, j'ai toujours un compte LinkedIn, je passe du temps sur YouTube, je suis également un peu accro à certains trucs alors que j'ai quand même l'impression d'être assez documenté sur le sujet. Et donc voilà, je ne veux pas du tout être moralisateur.
pour moi, le rêve, vraiment, c'est que quand les gens ont terminé de le lire, mais c'est faire un peu ce qu'on fait là. C'est ah tiens, j'ai lu un truc, je serais chaud qu'on en parle. Et que les gens ensemble se retrouvent autour d'un café, en face à face si possible, et se disent ah bah tiens, j'ai lu ça, tiens, toi, qu'est-ce que tu fais? Ah, mais t'es avec tes enfants, et comment tu gères ça? Ah, bah moi j'ai mis ça marche bien. Ah, moi j'ai fait ça marche pas. Moi, c'est ça le but final, et ce qui d'un certain côté en fait est très simpliste, un peu naïf à certains niveaux, et j'en suis tout à fait conscient, mais je veux pas juste dire ok, allez hop, on va tous dans les cavernes, on arrête toute la technologie, etc. Enfin pas du tout, je trouve qu'il y a plein de choses dans la tech, on pourra revenir dessus, qui sont très bénéfiques. Ouais. Donc je suis pas technophobe et je suis pas moralisateur. Après, je pense qu'on peut quand même faire mieux. Évidemment, évidemment. Et je pense que c'est un message très clair dans le livre. En fait, tu diabolises jamais les plateformes ni les utilisateurs. Tu dis, voilà, l'écosystème a évolué comme ça. J'ai l'impression que tu as mis tout ton effort à pointer les défauts ou les petits vices qui commencent à se cacher dans le système. Notamment, tu parles on passe d'une économie de l'attention, qui était Ouais. une nouvelle forme économique, à une économie de la manipulation, où il faut que Un maintenant... vrai capitalisme de surveillance en fait. Pour Voilà. moi, c'est vraiment ça. C'est ça. Et en fait, tu donnes pas mal d'exemples concrets là-dessus, l'apparition du like, les scrolls infinis, les notifications, etc., qui font un écosystème, mais dans lequel l'utilisateur reste volontaire. Tout à fait. En fait, c'est ce que je dis, c'est qu'il y a personne chez Facebook qui vient avec un flingue sur votre tempe en mode voilà, maintenant tu te connectes et tu vas passer 6 heures dessus et c'est obligatoire. C'est jamais coercitif. Donc, en tout cas, c'est jamais physiquement coercitif. Après, le principe de la manipulation, c'est que tu te rends pas vraiment compte. Et la meilleure manipulation, d'ailleurs, c'est celle dont tu te rends pas compte qu'elle te manipule. Mais ce que j'ai vraiment envie de montrer, c'est que il y a deux choses. C'est que d'une part, Facebook se comporte exactement de la façon dont on pourrait s'y attendre dans les règles données. Facebook ne fait, grosso modo, pas grand-chose qui soit profondément illégal. Il y a des choses où c'est certain, Facebook flirte avec la réalité, avec la légalité, pardon. C'est certain que Facebook flirte carrément, voire même voilà, crosse les principes de l'éthique. Mais c'est légal, et donc en fait, Facebook n'étant pas un individu, Mark Zuckerberg n'est pas Facebook, en fait, la raison d'être de Facebook en tant qu'entreprise, c'est de gagner de l'argent. Et Facebook fait exactement ce qu'il faut faire pour respecter cette raison d'être. Donc ça, c'est d'une part. Et puis l'autre chose, c'est qu'à côté de ça, avec, tu vois, les employés de Facebook, faut pas les diaboliser non plus. Il y a quelqu'un à qui on a dit, écoute, ton boulot, c'est de développer un truc pour que les gens restent un maximum de temps dessus. Et à l'époque, c'était pas encore aussi clair que ça pouvait être aussi nocif pour les gens. Et donc, il y a quelqu'un qui est venu avec l'idée du scroll infini. Enfin, d'ailleurs, c'était plutôt chez Twitter. Une idée brillante. Et cette personne a mise en place avec l'équipe, ils ont développé les trucs, etc. Mais est-ce que ça veut dire que cette personne est une mauvaise personne? Pas du tout. Il a bossé dans son truc, et donc, voilà. Alors cette personne aurait pu se rendre, mais je pense que honnêtement, et moi c'est quelque chose que j'essaie d'être très prudent avec ça. J'aurais été à la place de cette personne, est-ce que j'aurais réagi différemment? Je pense que c'est très facile de dire oui. Je pense que réellement, il y a 99% de chances que je réagisse exactement de la même façon et que je développe les mêmes principes. Parce que j'aurais été payé pour ça, parce que j'aurais fait partie d'un écosystème qui m'aurait aussi amené à faire ça. Et donc voilà, moi mon objectif c'est vraiment pas de pointer les individus et plutôt dire il y a des choses qui vont pas. Qu'est-ce qu'on peut faire nous à notre niveau? Et du coup aussi et moi je trouve que c'est plein d'espoir. C'est si jamais t'attends que Mark Zuckerberg change les règles de Facebook, enfin ça fait 10 ans qu'on attend. Tu peux attendre longtemps. Tu peux encore attendre très longtemps, ça n'arrivera pas. Et donc moi c'est plutôt l'idée de dire bah ok, si jamais ça change pas, qu'est-ce que toi tu peux faire? Et donc c'est de lire des bouquins, c'est de regarder des vidéos, c'est de discuter avec des gens, c'est d'assister à des conférences pour te renseigner et te dire voilà, dans tout ce truc là, ça je garde pas. Et déjà ça ce serait pas mal. Ça ce serait pas mal, et c'est vrai que je parle beaucoup de l'éducation. Et pour moi l'éducation c'est pas que l'école, c'est évidemment la famille. Je pense pas que. Je crois que je prêche un convaincu, donc là ça va. Mais donc, tu vois, c'est évidemment la famille, mais c'est de nouveau, l'éducation, c'est pas que les enfants. C'est aussi toi et moi, c'est les gens avec qui on travaille. Heureusement, tout ne se fait pas au niveau de l'école. Tu vois, on n'est pas des produits finis quand on sort du collège ou du lycée. Il y a encore plein de trucs à faire. Et avec les nouvelles technologies, je pense que c'est important qu'on puisse éduquer toutes les personnes qui ont plus de 25 ans sur en fait, voilà ce que ça fait la tech, et voilà ce qui est super, et voilà ce qui est moins super. Et dans ce qui est moins super, voilà ce que vous pourriez faire qui est facile, voilà ce que vous pourriez faire ce qui est plus difficile, voilà ce que vous ne devez surtout pas faire. Enfin bref, il y a beaucoup de choses et qui, je pense, peuvent être faites de façon très intelligente. Alors du coup, si on revient un peu plus sur
tes usages à toi, Ouais. en tant qu'utilisateur, en tant que fin connaisseur aussi des plateformes. C'est quoi les réseaux sociaux? Quelle définition tu pourrais leur donner? C'est quoi ta vision actuelle d'un réseau social? Pour moi, un réseau social, c'est un réseau qui met en contact différentes personnes qui prennent la parole. Et donc, typiquement, le réseau social, pour moi, le plus facile, je pense que énormément de réseaux sociaux se sont construits à la base sur MySpace, hein, qui est même plus vieux, mais prenons Facebook. Facebook, je pense que c'est vraiment un super exemple. Voilà, ça met en contact des gens qui veulent dire des trucs et des gens qui ont envie de les lire. Et donc, tu peux choisir qui tu vas suivre et puis tu peux choisir aussi à qui tu vas parler. En gros, ça pour moi, ce serait un peu la base. Et donc, à partir de là, il y en a plein qui se sont construits, mais pour moi, YouTube est un réseau social. C'est des gens qui parlent avec d'autres gens. Voilà, c'est pas la même audience, c'est pas le même média, il y a la vidéo, etc. Mais c'est d'un certain côté un réseau social. Spotify, d'une certaine façon, avec son côté podcast, peut être vu comme un réseau social. Alors, tu as moins ce côté interaction que tu peux facilement avoir, notamment par exemple, avec les commentaires sur YouTube ou vraiment avec les commentaires sur Facebook ou Twitter, etc. Mais pour moi, Spotify et la génération podcast peut être vu également comme un réseau social. Et donc pour moi, voilà, c'est assez facilement ça. L'exemple paradigmatique, en tout cas, pour moi, c'est beaucoup Facebook parce que je pense que Facebook, c'est le premier réseau social adopté par tout le monde. Je dirais, je pense que dans les pays dits développés, je pense que 80% des gens qui ont plus de 18 ans sont sur Facebook ou ont été. Et donc pour revenir sur moi, mon usage, j'étais sur... j'ai jamais été un gros utilisateur de Twitter, mais j'étais un petit peu sur Twitter, surtout Facebook, Instagram, Snapchat et LinkedIn et YouTube. Et au moment, entre autres, d'écrire le livre, en fait, je me suis vite rendu compte que moi, je n'avais aucun outil, aucune utilisation de Facebook, à part perdre mon temps. Et donc, j'ai décidé que j'allais arrêter ça. Et donc, j'ai arrêté Facebook, j'ai arrêté Instagram, j'ai arrêté Twitter, j'ai arrêté Snapchat. Et j'ai gardé, en étant très, très, très conscient de tout ce qui ne va pas avec ça, LinkedIn, que j'utilise énormément, entre autres, voilà, d'un point de vue professionnel, soit pour mon boulot à temps plein, soit pour la promotion de mon livre. Et d'ailleurs, quand j'ai sorti mon livre, j'ai commencé le post LinkedIn que j'avais publié en mode « Sachez que je suis bien conscient du côté profondément ironique de la chose je vais faire la promo sur un réseau social de mon bouquin qui s'appelle « Liker sa servitude ». Donc voilà, et je passe aussi pas mal de temps sur YouTube, peut-être un peu trop. Donc voilà. Après, ce que je veux dire, c'est que, peut-être pour clôturer là-dessus, sur tous les réseaux sociaux, il y a du très bon et du très mauvais. Et ça va vraiment dépendre aussi de comment est-ce que toi tu décides de l'utiliser. Pas que, il y a aussi toute une conception qui définit un peu ça. Mais ça va aussi. Et donc typiquement, moi sur LinkedIn, je décide moi-même de ne pas suivre, je pense, 85% de mes contacts. Où vraiment, voilà, et les gens m'ont ajouté, etc. Et je ne suis pas intéressé d'avoir qu'est-ce qu'eux ont envie de dire, etc. Et moi, je suis des gens que j'ai vraiment envie de suivre, qui m'intéressent beaucoup, que ce soit des hommes et des femmes politiques, des entrepreneurs et entrepreneuses, des philosophes, des éthiciens, des éthiciennes. Voilà, ça m'intéresse. Les autres, vraiment, voilà, à part mes potes, grosso modo, sur LinkedIn, je ne suis pas grand monde. Et pareil, sur YouTube, il y a des moments où je regarde YouTube parce que je suis fatigué, j'ai une journée compliquée et j'ai juste envie de débrancher mon cerveau, ou bien Arte met énormément de choses en usage ouvert, et Arte, tu parlais de Bruno Patino, voilà, c'est quand même quelqu'un qui produit Arte est une chaîne qui produit des contenus de très grande qualité et gratuits, merveilleux. Moi j'adore regarder des trucs d'Arte et il y a aussi des créateurs de contenu sur YouTube qui font des choses très très bien. Il y en a d'autres, et certaines m'intéressent, d'autres m'intéressent pas. Donc voilà, je pense que c'est aussi une question de choix et on en revient un peu à la responsabilité des individus. Personne sur YouTube, personne de Google, parce que YouTube c'est Google, vient avec un flingue sur ma tempe, voilà, maintenant tu dois regarder tel truc pendant autant d'heures. Ouais. Voilà, je regarde à peu près ce que je veux quand même. Donc, Et c'est ça qui est important, et c'est un des gros messages que moi j'essaye de passer, c'est que tu essayes de reprendre le contrôle. T'es pas juste passif en train d'absorber du contenu qu'on te pousse tout à fait. de façon systématique. Après, tu vois, si on reprend YouTube, un des trucs que YouTube a conçu dans sa plateforme, qui est donc, c'est un peu, je dirais, adapter le scroll infini à YouTube, c'est l'enchaînement automatique des vidéos. Oui. Tu vois, qui est typiquement un truc qui exacerbe un biais humain qui est le biais du statu quo, qui est qu'en fait, t'aimes pas trop bouger ou faire que les choses bougent. Et donc, si tu regardes une vidéo,
Elle se termine, oh, il y a un truc qui se lance dans 5 secondes, oh, tiens, quelque chose de nouveau. Et là, oh, tiens, quelque chose de nouveau, etc., etc. Et il y a des gens qui ont fait des études là-dessus, mais qui montrent qu'en fait, si jamais tu continues à regarder sans trop te préoccuper, etc., il y a quand même, alors je sais plus après combien de vidéos c'est, si c'est après 10, si c'est après 15, mais il y a un moment où il y a quand même beaucoup de gens que tu tombes sur un contenu extrémiste, parce que ça va être poussé indirectement, parce que il y a beaucoup de gens qui regardent, ça fait réagir beaucoup de gens, et donc on va te le pousser. Et ça, c'est pas toi en tant qu'utilisateur qui choisis ça. C'est on extrapole le fait que t'aimes bien rien foutre, et que t'aimes bien pas rester sur ton canapé en mode, alors, vas-y, montre-moi du contenu. Et à un moment, en fait, tu te retrouves avec un contenu qui est extrêmement border. Et il y a eu d'ailleurs, il y a quelques mois, un procès de parents d'un jeune Américain qui est décédé lors des attentats du Bataclan à Paris, et qui ont intenté un procès à Google en disant que, selon eux, les personnes, les terroristes qui ont commis l'attentat, en fait, ont été amenés par les vidéos qu'ils ont vues sur YouTube à s'extrémiser, si je peux un peu caricaturer, et donc ces personnes-là ont intenté un procès à YouTube en mode, bah voilà, c'est votre responsabilité ce qui se trouve sur les plateformes. Alors, il y a un texte de loi aux États-Unis, qui est la section 230, un énorme texte qui dit que les plateformes ne sont pas responsables de ce qu'il y a sur la plateforme, ce qui pour moi est un non-sens total. Et ce qui est très drôle, c'est que ce texte-là date de 96. Ouais. D'où ce texte n'a pas été amendé à un moment. Je veux dire, la tech est tellement différente aujourd'hui qu'en 96. 96, Google n'existait pas. Tu vois? Et donc, pourquoi est-ce que ce texte n'a pas été amendé? Aujourd'hui, dire à YouTube, ah tiens, il y a du contenu extrémiste, il est proposé à des gens et en fait, c'est pas votre responsabilité, pour moi, c'est un non-sens complet. Oui. Ça ne veut pas dire que toutes les personnes chez YouTube sont des extrêmes. Bah, on est bien d'accord, mais il y a un défaut dans la machine qui, en fait, pour le moment, bénéficie financièrement à YouTube et donc YouTube décide de ne pas le traiter. Oui, C'est un problème. C'est un peu comme si les plateformes, aujourd'hui, c'est un peu leur position à toutes. Contrairement à un média qui est responsable du contenu de la plateforme, elles ne le sont pas. Elles se positionnent plus comme un fournisseur d'accès à Internet. Exactement. Moi, je transporte les données, je regarde pas ce qu'il y a dedans. C'est exactement ça. Et ils sont vraiment dans cette approche-là. En fait, moi, j'ai dénoncé ça. C'est un concept que j'ai développé justement avec le professeur Thomas Berns, dont je parlais avant, qui est ce que j'appelle une sorte d'éthique sans éthique. C'est que ton éthique, c'est de dire, écoutez, moi, il ne faut pas que j'ai d'éthique, moi, je dois juste transporter. Et ça serait un problème si jamais je disais ça peut aller, ça peut pas aller. Ce n'est pas à moi de trancher. Et c'est terrible parce que ça a du sens d'un certain côté. Tu pourrais dire, ah bah oui, effectivement, pourquoi ce serait à YouTube de dire qu'est-ce qui peut ou qu'est-ce qui peut pas être transmis? Il y aurait des gens qui diraient, ah mais liberté d'expression, tu vois. Mais tout comme la liberté d'expression a des limites dans ce que je vais appeler la vraie vie, c'est-à-dire la vie in real life, IRL, en dehors des écrans, pour moi, la liberté d'expression, elle a également des limites sur les réseaux sociaux et je pense que YouTube pourrait interagir là-dessus à certains niveaux. Tout à fait, tout à fait, je suis assez d'accord. Ok. Quelle est ta dernière découverte, celle que tu as fait sur les réseaux sociaux? Tu peux me citer quelque chose qui t'a fait rire, sourire, quelque chose qui t'a fait peur ou quelque chose qui t'a choqué? Alors du coup, comme tu dis, moi j'ai plus beaucoup de réseaux, on va dire LinkedIn. Alors sur lequel je passe quand même beaucoup de temps. Je crois que je dois bien passer 2 heures par jour sur LinkedIn, ce qui est quand même beaucoup. Ah oui. Ouais, je pense franchement, ce que je peux passer dessus au taf, etc. Peut-être pas 2 heures, peut-être 1 heure, mais honnêtement, je passe beaucoup de temps sur LinkedIn. Ok. Après, je suis loin des. Je crois que c'est aux États-Unis, le temps moyen des adolescents sur Instagram par jour est de 3h30, juste sur Insta. Alors que moi, je n'ai que LinkedIn. Tu vois. C'est pas LinkedIn plus Insta plus je n'ai vraiment. Mais j'ai remarqué aussi que mon temps sur LinkedIn a vachement augmenté depuis que j'ai quitté les autres. Tu vois. Donc. Ah oui, t'as rééquilibré comme ça. Ok. Je remarque. C'est pas voulu, mais je remarque. Si on est un peu honnête avec soi-même, tu sais, je remarque bien. Mais donc, pour revenir sur ta question, moi, il y a 2 choses. Moi, je suis quelqu'un qui s'appelle Nicolas Thompson, qui est le CEO d'un magazine américain qui s'appelle The Atlantic et qui avant était rédacteur en chef du magazine The Wire, The Wired, pardon, aux États-Unis, et qui tous les jours, donc c'est un malade, tous les jours publie une petite vidéo qui fait entre, je dirais, 1 et 5 minutes et qui s'appelle The Most Interesting Thing in Tech. Et alors je la regarde pas tous les jours, mais j'essaye. Et c'est toujours hyper intéressant parce que d'une part, ça nourrit vachement ma réflexion, mais d'autre part, lui, il est quand même assez technophile, mais tout en étant hyper conscient de ce qui va pas. Et en plus, il bosse dans la presse. Donc vraiment, oui. C'est quelqu'un que je trouve passionnant. Il est hyper intéressant. Il est, soit dit en passant, plutôt beau gosse. Il fait des marathons. Il a une vie géniale, mais vraiment, je le trouve vraiment passionnant.
il vulgarise hyper bien. Donc ça, c'est vraiment ma découverte. Et du coup, en fait, un peu quotidienne sur les réseaux sociaux, du coup, sur LinkedIn. Sinon, dans les trucs qui me font... du coup, tu vois, comme je choisis vachement ce que je regarde, j'arrive peu sur des choses qui me font peur. Ouais. Ça m'arrive assez peu. Euh, Mais du coup, et des choses qui me font rire, souvent, je suis aussi de New Yorker sur LinkedIn et tu sais, ils ont des dessins souvent. Et là, un des dessins que je cite souvent et qui m'a vraiment beaucoup, beaucoup fait rire, c'est deux personnes qui discutent et il y en a une qui dit à l'autre j'aime pas du tout la personne que les algorithmes de recommandation pensent que je suis. Et ça, je trouve que c'est vraiment fabuleux parce que ça dit tellement de choses sur notre société. Et c'est vrai que moi, tu vois, quand je vais sur YouTube et je me prends une pub dans les dents, je regarde et je me dis, mais parfois, genre, tu vois, là, il y a pas longtemps, j'ai eu une pub sur du thé glacé. Je fais, oui, évidemment, je suis carrément la personne qui est targetée là-dessus. J'en bois au bureau, aucune surprise là-dessus. Vraiment, voilà, enfin, très bon targeting. Vraiment, c'est du boulot très bien fait. Puis parfois, je me prends des pubs et je suis en mode, mais what? Attends, non, mais pourquoi ça m'arrive ça? Qu'est-ce que j'ai cherché? Est-ce que j'ai passé mon ordinateur à quelqu'un avec ma session? Qu'est-ce qui se fait pour... Donc parfois, je tombe sur des trucs où je me pose un peu la question et c'est marrant. On passe un peu plus sur toi, ta famille. Ouais. Si tu te projettes un peu plus loin dans les années où tes enfants deviendront des vrais utilisateurs, tu te dis les réseaux sociaux, pour eux ou contre? Alors, donc les réseaux sociaux pour enfants, clairement contre. Si on part du principe qu'enfant, c'est on va dire moins de 13 ans, on va dire 13, 18, 19, ados, jeunes adultes jusqu'à 25 ans, et puis adultes, on va dire au-dessus. Donc pour enfants, clairement contre, même si tu avais peut-être vu que Facebook voulait faire un Instagram pour enfants, donc pour moins de 13 ans, puis telle levée de bouclier qu'ils ont été obligés de rétro-pédaler, ce qui est une très bonne chose, mais donc voilà. Mais globalement contre. Après, ce que je dis souvent, c'est que les réseaux sociaux pour les enfants, en fait, ça inclut indirectement aussi l'utilisation des parents. Et donc pour moi, je dirais, quand je dis contre les réseaux sociaux pour les enfants, ça veut également dire contre l'utilisation des réseaux sociaux par les parents devant les enfants. Et ça, c'est un livre que je trouve hyper intéressant qui s'appelle Les yeux dans les yeux de Sherry Turkle, qui est professeure de sociologie de la technologie et elle est psychologue également au MIT. Et donc ça a été traduit en 2020. Son bouquin où en fait elle discute avec des jeunes qui disent mais écoutez, de toute façon moi ne pas utiliser les réseaux alors que je vois mes parents qui sont non-stop sur leur téléphone, en fait donc voilà, moi je pense que ça c'est un véritable enjeu pour les enfants aussi. Un peu un bête exemple, mais aujourd'hui quand ma fille elle crise, elle a 2 ans, une fois sur deux, c'est parce que sa mère ou moi on est sur notre téléphone alors qu'en fait 100% de notre attention devrait être uniquement pour elle et son frère. Et donc, pour moi, c'est vraiment ça. Pour moi, c'est là la vraie question. C'est pas juste est-ce qu'on doit donner Facebook à un enfant de 3 ans? Non. Mais le combat des réseaux sociaux pour les futures générations, en fait, il commence pas une fois que ces jeunes-là sont sur les plateformes. Il commence, en fait, le combat commence dès la naissance sur le fait que, tu vois, excusez-moi, j'essaie d'apprendre à ma fille que ceci n'est pas la posture normale d'un être humain. Tu vois, ça, c'est pas la posture naturelle. Ça, c'est la posture naturelle et on regarde les gens les yeux dans les yeux, pour reprendre le titre de Turkle. Je pense que c'est capital. Je pense que c'est vraiment, vraiment capital et c'est là un peu qu'on va vraiment commencer cette véritable éducation. Ça va être là-dessus. Ouais, cette éducation et cette éducation au numérique, elle passe aussi par une autocritique de ce que font les parents, de comment ils abordent la technologie au quotidien. Ouais, et puis parce que tu vois, comme en plus eux sont adultes, comme nous sommes adultes, je sais que, tu vois, si moi je suis en train de dîner avec ma femme et qu'elle est en train de traiter un mail du boulot sur son tel, je sais très bien que ça veut pas dire qu'elle m'aime pas, je sais très bien que ça veut pas dire qu'elle s'en fout, que je la saoule. Voilà, il y a un truc urgent et fine. Et ce soir c'est elle, c'est parce que hier c'était moi, tu vois, je veux dire. Donc très bien. Ma fille, elle a 2 ans, elle est incapable de comprendre ça. Et donc si jamais elle n'a pas mon attention, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire que je l'aime plus? Est-ce que ça veut dire que mon téléphone est plus intéressant qu'elle? Est-ce que ça veut dire... Enfin, et donc quand tu sais à quel point les enfants sont des éponges, à quel point ils peuvent tellement apprendre, à quel point ils peuvent être touchés par tellement de choses, c'est tellement, tellement capital de pouvoir vraiment les inclure là-dedans que, voilà, je pense que il y a un double combat en fait. Et je pense que c'est quelque chose que les gens oublient souvent, c'est que le combat n'est pas juste est-ce que les jeunes peuvent utiliser les réseaux. Et c'est pour ça que moi je dis souvent c'est complètement systémique. C'est l'utilisation des réseaux sociaux et même des écrans par les adultes a autant d'impact, si ce n'est plus, sur les jeunes
que leur propre utilisation, puisqu'elle va être dictée par ce qu'ils ou elles auront vu. Ouais. Donc oui, je pense que c'est capital. L'exemplarité des parents est très importante. Et toi, si tu... Et le dialogue. Et le dialogue, évidemment. Donc oui, carrément. Et toi, si tu compares un peu aujourd'hui ce qui se passe chez toi, est-ce qu'il y a des choses qui marchent mieux que d'autres? C'est difficile de ne pas résister à cet email auquel tu dois répondre, mais est-ce qu'il y a des trucs qui marchent bien? Alors, nous, vraiment, le truc qui marche bien, c'est... tu sais, Saint-Augustin, il écrivait que la modération la plus stricte est beaucoup, beaucoup plus difficile que l'abstinence totale. Et effectivement, nous, avec ma femme, on s'est dit, quand les enfants sont là, pas de téléphone. Jamais. Et en fait, c'est plus facile, je pense, que de dire on fait attention. Alors, ça veut pas dire qu'on craque pas, de temps en temps. Tu vois, moi, de temps en temps, non, mais attends, je voulais juste regarder un truc, ou tiens, ma fille joue avec sa mère, hop, hop, vite la dernière notif, machin, etc. Mais globalement, notre idée, c'est l'abstinence totale quand les enfants sont là. Et en revanche, on va dire qu'on en est à l'un et l'autre. Elle et moi, on se connaît, voilà. Mais ça veut pas dire, de temps en temps, moi, je dîne avec elle et elle me fait bon, Louis, s'il te plaît, tu veux pas juste lâcher ton tel? Et je suis un peu genre, ouais, désolé, pardon, j'ai été happé par le truc, voilà, désolé. Mais tu vois, quand je lui dis pardon, moi, on a la maturité et l'intelligence pour capter que bon, bah, c'est pas grave, tu vois, un enfant, c'est pas du tout la même chose. Et ce que nous aimerions bien, mais on n'y est pas encore, je pense que c'est encore trop dur pour nous, mais ce qu'on aimerait bien avoir, c'est une sorte de zone dans le salon. En fait, chez nous, on a une grande pièce à vivre qui fait salon, salle à manger, cuisine ouverte. Une sorte de petite zone, un truc genre qui ferait 1 mètre carré, 2 mètres carrés, où les téléphones sont là. Et si jamais tu veux utiliser ton téléphone, c'est là. Et en fait, ça veut dire qu'il y a une sorte de double signal. C'est que d'une part, tu donnes le signal à tout le monde que si tu es là, tu te coupes du monde et tu les écoutes pas. Mais entre guillemets, c'est pas grave parce que tu es à cet endroit-là et tu as peut-être un truc important à gérer. Enfin, voilà, on est quand même dans une société où il faut être connecté tout le temps, donc c'est pas grave. Pour moi, c'est pas un problème de dire, voilà, je suis dans cette zone-là, donc je suis sur ce truc-là. Mais aussi, tu te mets toi-même en retrait. Et t'es pas en mode, moi, c'est ce que je déteste, c'est parfois quand t'es avec des copains, etc., que ce soit eux, soit moi, sur ton téléphone et en même temps que tu participes à la discussion. Non. En fait, les gens sont pas à ta disposition, en fait. Ouais. Soit t'es avec eux, soit t'es pas avec eux. Si t'es pas avec eux, t'es pas avec eux du tout. C'est pas ce truc où tu peux les mettre en pause le temps qui... Donc vraiment, pour moi, c'est ça. Et donc, cette idée de, voilà, t'es isolé à cet endroit-là, les téléphones sont posés sur cette étagère-là. Voilà, quand t'es là, tu traites ton mail, tu checkes tes notifs, whatever, enfin, tu fais ton truc. Et ensuite, tu reviens, et tu vois, c'est un mouvement physique. Tu reviens dans la conversation, tu retournes t'asseoir dans le salon, dans le canapé, tu reviens à table, voilà, j'en sais rien, mais... Donc, on n'y est pas encore tout à fait avec ma femme, c'est des discussions qu'on essaie d'avoir, etc. Mais je pense que c'est vers ça qu'on aimerait aller. Et pareil, j'aimerais bien, mais j'ai du mal, parce que si tu vois, c'est très bête, mais mon téléphone, c'est également mon réveil. J'aimerais bien dire pas de téléphone dans ma chambre. Ouais. Mais c'est difficile, parce que c'est aussi mon réveil. Et donc, comment est-ce que je fais pour poser mon réveil et pas me dire, bon, une petite notif avant de dormir, tu vois, je veux dire. Donc c'est compliqué de ce truc-là, et j'ai pas de solution miracle encore là-dessus. Alors, je pourrais acheter un réveil, tu vois, ce genre de truc, mais je pense qu'il y a une partie de moi qui a la flemme de m'acheter un réveil parce que je sais que mon téléphone le fait très bien, donc voilà, ça ce truc-là, j'ai pas encore résolu. J'ai réfléchi. Mais en tout cas, c'est déjà super intéressant. Et tu vois, chaque famille aujourd'hui, dans tous les entretiens que je mène, a son petit truc. Il Ouais. Y a des gens qui disent, pareil, cette zone-là, par exemple, la chambre des enfants, le téléphone interdit. Ouais. Il y a des gens qui mettent en place des journées. Tu sais, on est en week-end, bah, tel jour, c'est interdit de téléphone pour les parents et pour les enfants. Tu as des familles qui mettent en place des chartes, des écrans, où les parents et les enfants s'engagent en disant, OK, cette semaine, il faut absolument qu'on ait fait tel jeu de société ensemble, du coup, on passe plus de temps. Voilà. Ce que je trouve en tout cas hyper important de ce que tu dis, c'est la symétrie, les parents et les enfants. Parce que pour moi, il y a des trucs où les parents peuvent, les enfants peuvent pas. Un truc, boire de l'alcool. Je suis très heureux de me faire un gin tonic le jeudi soir parce que j'ai eu une semaine un peu compliquée, etc. Je me dis, c'est quoi, je me lâche un peu avant le week-end. Si ma fille se fait un gin tonic, ça ne va pas du tout aller. Tu vois, elle a 2 ans, c'est hors de question. Enfin, et même si elle a 10 ans, ma fille ne se fait pas un gin tonic à 10 ans, tu vois. Je veux dire, donc. Et c'est marrant parce que quand tu dis ça, les gens disent, ah bah oui, là c'est normal. Pourtant, je pense que pour les écrans, pour moi, il n'y a pas de différence. Je pense que c'est parce que l'alcool, c'est une drogue qui est socialement complètement acceptée et que c'est pour ça que c'est OK pour moi et pas pour ma fille, on va dire ça comme ça. Mais globalement, pour moi, les écrans, il ne devrait pas y avoir de différence. En tout cas, quand on est tous ensemble. Oui. Et après, quand on est qu'entre adultes, éventuellement, ça
voilà, je pense qu'on a peut-être pas le même rapport et j'ai pas tellement plus réfléchi, donc je pense un peu à voix haute. Mais quand on est tous ensemble, c'est hyper important pour moi qu'il y ait cette symétrie. Euh, ouais, pour la suite et pour le développement de l'enfant, je pense que c'est vraiment capital. Ouais, et souvent, bon, c'est un truc que j'ai remarqué, mais souvent on attend beaucoup des enfants. C'est-à-dire qu'eux, ils sont encore dans cette phase de construction, d'apprentissage, et on attend qu'ils aient les mêmes réflexes, les mêmes prises de recul que nous, on pourrait avoir, Ouais, sachant que plein d'adultes sont addicts, quel que soit leur âge. Il y a beaucoup de retraités qui passent leur temps sur Facebook. ouais, Euh, Si tu es addict à 60, 50 ou 30 ans, comment un enfant qui est en train de se construire, qui a entre 9 et 16 ans, bien peut sûr. se dire ok, j'ai besoin de prendre du recul par Et rapport pour moi, vraiment, les problématiques d'addiction, elles sont pas liées à l'âge. Tu vois, j'aime bien l'exemple que tu donnes. Je pense qu'il y a des retraités qui sont tout aussi addicts aux réseaux sociaux que des jeunes qui sont au collège. Vraiment, pour moi, il y a pas de différence. Et tu sais, c'est marrant, parfois, dans les conférences que je donne, j'entends des gens qui disent « Ah oui, vous avez raison, les jeunes, machin. » Je fais « Alors, non, je vous arrête tout de suite. Ma problématique n'est pas orientée vers les jeunes. Elle est vraiment orientée vers tout le monde. Et, euh, et pour moi, c'est l'addiction aux écrans. Et pas juste aux réseaux sociaux. Je pense que l'addiction aux écrans, moi, je suis addict à mes mails, tu vois. Je pense que c'est une des applications que j'ouvre le plus, c'est mon application mail. Mais parce que je veux savoir qu'est-ce qui s'est passé. Ou... Pareil, tu vois, je reçois un message du boulot, non, il faut que je traite maintenant. Que dalle, en vrai, ça peut attendre 20 minutes, tu vois. Je suis pas médecin. Mais un de mes très 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 bons potes est urgentiste. Voilà, lui, s'il attend 20 minutes, potentiellement la personne décède, tu vois. Donc c'est compliqué. Moi, si j'attends 20 minutes, dans le pire des cas, le client me dira « Oh, ça arrive un peu plus tard que prévu. » 20 minutes, pas 4 heures, hein, 20 minutes. Donc, ouais, je pense que c'est important. Ouais, cette notion d'addiction, c'est un des éléments que tu mets en avant dans le livre, et tu écris un truc que je trouve assez fort. Tu dis tabac, alcool, jeux vidéo ou réseaux sociaux, même combat. Oui, oui, je pense que c'est vraiment le même combat et c'est marrant parce que j'en ai parlé avec quelqu'un que je connais bien qui est sorti de ouais, bien 25 ans d'alcoolisme et qui à la lecture de mon livre m'a dit non mais Louis, attends, que dalle, enfin, genre jamais, moi je sais ce que c'est l'addiction à l'alcool, jamais. Et je lui dis bah écoute en vrai, parle-en avec ton fils il va avoir à ce moment-là 19 ans, 20 ans et demande-lui si demain il préfère une teuf sans alcool ou une teuf sans téléphone. Et le lendemain, la personne est venue, on a rediscuté, elle m'a dit « Ah non, t'as raison. » Il m'a dit qu'il préférait une teuf sans alcool. Et pour elle, mais inconcevable, genre jamais elle aurait cru ça, tu vois. Et c'est marrant, je me souviens, c'est un exemple que je donne souvent quand je donne les conférences, il y avait parfois ces images quand j'étais sur Facebook où genre, t'avais une photo d'une île paradisiaque avec une jolie maison, etc. etc. Et, euh, et la phrase en dessous, est-ce que vous iriez vivre dans cette maison pendant 1 an, mais vous n'avez pas accès à Internet? Et c'est marrant, mais pour moi, c'est tellement pas une question. Tu vois, genre, 1 an, t'es tout frais payé dans une maison de rêve avec ta famille, machin, etc. Mais t'as pas Internet? Enfin, genre, dude, c'est quoi la question, tu vois? Tu peux quand même appeler toujours les gens. Tu peux avoir un téléphone et appeler. T'as juste pas Internet. Et pour moi, c'est en rien une question, tu vois? Je veux dire. Et pourtant, il y a plein de gens dans les commentaires qui disent ah ouais, difficile comme choix, je sais pas si j'arriverai. Alors que, tu vois, je pense que tu dis t'as accès à ça, mais t'as pas d'alcool. T'as plein de gens qui disent, enfin, bon, je pense que t'as beaucoup plus de gens pour qui ce serait beaucoup plus facile que, enfin, donc voilà, donc je pense que c'est une véritable addiction, et d'ailleurs, il y a pas mal de travaux qui le documentent là-dessus. Alors, peut-être pas exactement, et je suis pas un spécialiste des addictions non plus, de la même façon que l'alcool, mais je pense que tu as les mêmes dommages, peut-être amenés de façon différente, et là, de nouveau, je suis pas un spécialiste, mais il y a voilà, des échelles qui ont été développées sur l'addiction aux réseaux sociaux qui existent. Et je reprends un peu dans le bouquin, tu vois, les grands critères. Je ne vais pas tous les passer en revue, tu vois, mais typiquement, un truc, c'est les sautes d'humeur. Tu vois, genre, une personne qui n'aurait pas eu sa dose, que ce soit de tabac, d'alcool, de coke, voilà, qui commence à être irritable parce qu'il est en manque, ça existe également pour les gens avec les réseaux sociaux. Ah non, il faut que j'aille checker mes notifs. Donc ça, le conflit entre est-ce que, tu vois, moi c'est l'exemple que je donne souvent aussi, c'est les gens, un couple au restaurant, qui sont sur leur téléphone. Est-ce qu'il y a un vrai conflit de est-ce que je discute avec mon partenaire ou est-ce que je check ma notif? Il y a un vrai conflit qui rend les gens pas à l'aise là-dessus. Les principes de rechute aussi, en fait j'ai réussi pendant une semaine mais je vais retomber et je retourne bien plus vite à la même quantité de consommation que j'ai. Et d'ailleurs, on parle de consommation des réseaux sociaux, c'est pas un hasard. C'est vrai. Donc voilà, je pense que tout ça, et il y a des études qui sont menées, j'en parle beaucoup dans le livre, j'ai essayé de vraiment me documenter sur le sujet. Je ne suis pas psychologue à la base, mais voilà, je pense que c'est un vrai sujet
l'addiction au réseau, et je pense qu'il faut qu'on en parle et qu'on la traite comme telle. Tu sais, c'est Camus qui disait que mal nommer les choses, c'est ajouter au malheur du monde. Dire que les gens ils abusent avec les réseaux sociaux, au lieu de parler d'addiction, indirectement tu ajoutes au malheur du monde parce que tu ne nommes pas les choses telles qu'elles sont. Et je pense que c'est dangereux. Enfin, dangereux. Oui, oui, parce qu'entre l'abus et l'addiction, il y a quand même Il y a un monde. Il y a un monde L'abus, c'est tu t'es mis une tôle le jeudi soir et ton vendredi a été compliqué. L'addiction, tu es alcoolique et tu perds ton taf, ton partenaire, la garde de tes enfants. Donc c'est effectivement pas la même chose et ça peut être bien plus dramatique. Tu parles beaucoup de la vie privée. Ouais. C'est une notion que la plupart des parents avec qui je discute aujourd'hui disent évidemment, mais en fait j'ai rien à cacher. Et donc ça reste quelque chose d'assez vague, assez confus comme ça. Quand on te dit, mais de toute façon j'ai rien à cacher. La problématique de la vie privée, le danger, ce n'est pas que ce que Facebook sait sur toi se retrouve affiché. C'est pas ça le danger. Ça, voilà, si Facebook sait que tu passes 4 heures par jour sur YouTube à mater des vidéos de Friends, écoute, voilà, si demain c'est public, voilà, tu passeras pour un gros fan de Friends, mais voilà, tu dis, bah, j'ai rien à cacher, bon. Et donc évidemment, éventuellement, c'est pas forcément ça. Et pour moi, c'est ça que les gens captent pas, c'est que la vie privée, c'est pas exactement ce que les gens font, c'est tout ce que ça dit sur eux. Et donc, comment est-ce qu'on va pouvoir les manipuler avec ça? C'est ça la problématique de la vie privée. C'est pas tellement qu'on sache ça ou ça. Il y a la question de dire, est-ce que c'est normal que Facebook sache que tu es fan de Friends? Ça, c'est, voilà. Mais en vrai de vrai, je peux concevoir l'argument de, bah ça, on s'en fout. La question, c'est, qu'est-ce qu'ils vont faire avec ces données? Et là, c'est là où on passe un peu, tu vois, ce shift entre l'économie de l'attention au capitalisme de surveillance, c'est qu'avec ces données-là, on va pouvoir toujours te devancer d'un pas. Et moi, c'est ça que je trouve vraiment problématique, c'est qu'avec toutes ces données-là, on est capable de te manipuler complètement, d'orienter des consignes de vote, de savoir que tu vas acheter telle ou telle chose plutôt que telle ou telle autre. La vraie problématique, elle se trouve là. Et elle ne se trouve pas du tout sur le fait que demain, le monde entier va savoir que tu es fan de Friends. Ça, bon. Écoute, Je suis pas le seul. Voilà, t'es pas le seul, exactement. Mais en revanche, le fait que tu sois presque programmable comme un algorithme avec toutes les données qu'on va pouvoir avoir sur toi, moi, c'est ça la vraie problématique de la vie privée. Et c'est Carissa Veliz qui a écrit un ouvrage qui n'est malheureusement disponible qu'en anglais. Elle est prof à Oxford, enfin en anglais et en espagnol, qui s'appelle Privacy is Power. Et effectivement, c'est parce que quand on a toutes ces données sur ta vie privée, en fait, on a le pouvoir sur toi. Et donc, pour si jamais tu veux... Moi, je dis souvent que d'un point de vue philosophique, je ne parle pas d'économie, je parle de philosophie, je suis profondément libéral. Donc ça veut dire que je crois profondément à la capacité d'autodétermination des individus. Et je pense que c'est quelque chose qu'il faut préserver et qu'il faut protéger. Quand Facebook, Twitter, Google sait tellement de choses sur toi, cette capacité d'autodétermination, elle est mise en danger. Parce que, en fait, on va tellement te manipuler que tu ne vas pas être capable de prendre pour toi-même les décisions que tu voudrais prendre. Alors il y a plein de choses qui rentrent dans ce mécanisme, on pourra en reparler, mais moi, c'est vraiment ça que je veux dénoncer. Et donc, la question de la vie privée, en fait, elle est là. Elle n'est pas sur le fait que demain, des gens pourraient savoir des choses que tu voudrais pas que ça se sache. Bon, soit. Pour moi, c'est vraiment bien au-delà de ça, la vraie question de qu'est-ce qu'on va faire de ça et comment est-ce qu'on va pouvoir t'orienter et te manipuler. Et ça, je trouve que c'est très dangereux. Ok, ouais, toi tu fais un lien entre la vie privée et la manipulation en ligne, qui est tout à fait. Pour moi, c'est ça, parce qu'effectivement, finalement, que ça sache que tu es fan de Friends ou que, j'en sais rien, que tu es vegan, ou... Voilà, c'est une chose. Après, il y a des choses, tu pourrais dire j'ai rien à cacher, mais bon, malheureusement, tout le monde n'est pas aussi open, tu vois. Et donc, typiquement, ton orientation sexuelle, ou typiquement des choix politiques que tu ferais, ou typiquement des choix idéologiques que tu ferais, même si tu peux en être fier, est-ce que tu as forcément envie que tout le monde le sache? Bah, ça dépend où tu vis. Tu vois, et aujourd'hui, Facebook est quand même, grosso modo, c'est à peu près la même plateforme quand même où tu vives. Alors effectivement, qu'en France, en Belgique, tout le monde s'en fout si tu es ouvertement homosexuel, hétérosexuel ou bisexuel. Et encore, malheureusement, il y a quand même des cons partout, mais c'est une chose. Bon, t'habites en Arabie Saoudite ou t'habites en Thaïlande, je suis pas certain que tu sois aussi open, même si, et donc voilà, finalement, il y a aussi toutes ces questions-là qui sont, t'as rien à cacher, d'accord, mais jusqu'à quel point? Exactement. Il y a parfois des gens qui disent, alors c'est à la fois vrai et à la fois faux, mais personne ne te connaît aussi bien que Google, y compris toi-même. Bon, bah, est-ce que tu es vraiment certain que tu as envie que du coup ça ce soit public? Et est-ce qu'on est OK avec l'idée que Facebook te connaisse mieux que toi-même? Même si c'est pour te faciliter la vie, je ne suis pas certain.
Moi, en tout cas, par ce côté très, comme je disais, très libéral philosophiquement, c'est quelque chose avec lequel je ne suis pas du tout d'accord. Ça me pose vraiment problème d'un point de vue philosophique. Oui. Moi, ce que je vois aussi derrière cette notion de vie privée, c'est un certain principe de précaution, en se disant que de toute façon, Internet n'oublie jamais, les réseaux sociaux auront toujours une Bien trace sûr. de ce que j'ai dit, de ce que j'ai fait. Et est-ce que je suis prêt demain à assumer l'intégralité des choix que j'ai faits sans pouvoir changer une seule virgule, sans pouvoir ajouter la moindre nuance, Mm. alors qu'évidemment j'ai évolué? Ouais, bien sûr. Il y a ça je suis complètement d'accord. Et après, il y a aussi le fait que, pour revenir sur ce dont tu parlais, le sharenting, c'est en tant que parent, est-ce que tu as un droit absolu sur la vie privée de tes enfants? Et donc, et de nouveau dans cette idée de le futur, est-ce que c'est OK pour toi que potentiellement dans 25 ans, quelqu'un amène à ta fille: ah tiens, bah regarde, j'ai retrouvé cette photo, c'est la première fois où tu allais sur le pot. Bah écoute, là j'ai 30 ans, je suis pas certain que ce soit exactement le truc que je suis satisfait que l'entièreté de la boîte ait reçu ça par mail, par exemple, tu vois. Donc, il y a aussi toute cette notion un peu en tant que parent, et en tout cas je pense que tous les parents le savent, mais tu n'as pas un droit absolu sur la vie de ton enfant, y compris sur sa vie privée. Et donc à partir du moment, et j'aime beaucoup cette idée du principe de précaution, hein, c'était entre autres vachement utilisé vachement amené par les réflexions de ce que Hans Jonas, qui est un philosophe allemand, a amené ce qu'il lui appelle le principe responsabilité, et qui est sorti en 79, donc c'est pas si vieux que ça. Et il dit, attendez, si on n'est pas sûr, voilà, faisons un peu gaffe. Et donc, typiquement, pour tes enfants, c'est pareil. Si t'es pas certain de comment est-ce que ça va être utilisé, ben, faut peut-être faire un petit peu attention. J'aime beaucoup cette idée de principe de précaution, et donc notamment pour ça. Et peut-être une autre chose qui a été rappelée, que vraiment qui me glace le sang à chaque fois que j'en parle. Je sais que tu as une fille aussi, c'est terrible, mais en fait, si demain tu mets une photo de toi et ta fille, ou même juste de ta fille, en maillot de bain, elle a 8 ans sur la plage, en fait, c'est malheureusement pas exclu que cette photo se retrouve sur des sites pédopornographiques et que tu as un mec je sais pas où qui se fait plaisir parce qu'il a la photo de ta fille qui a 8 ans. Rien que d'y penser, ça me glace le sang, tu vois. Et c'est une réalité. Ce sont des vraies choses, ça se passe vraiment. Pas dans des pays chelous, ça se passe en Europe. Et c'est un vrai problème. Et Ouais. donc, indirectement, en faisant ça, tu nourris aussi ce système-là. Et je pense qu'il faut faire hyper gaffe. Et moi, tous mes potes savent très bien que jamais il y a des photos de mes enfants sur les réseaux sociaux. Et aujourd'hui, le seul truc que moi j'accepte de faire, et j'ai un peu peur de me faire avoir sur la longue, mais voilà, normalement c'est censé être crypté, c'est que je partage des photos de mes enfants avec ma famille sur WhatsApp. Normalement, toutes les communications de WhatsApp sont cryptées, y compris les photos, donc c'est pas censé Fuité. fuiter. Voilà, j'espère ne pas me tromper. Mais c'est le seul truc que j'utilise de la tech avec des photos de mes enfants. C'est vraiment la seule exception que je fais. Sinon, il n'y a jamais rien, quoi que ce soit, qui fuite, quoi. Oui. Et là, on mélange deux notions qui sont hyper intéressantes pour moi. À la fois le réseau social en tant que vrai réseau social, ta famille, les gens que Ouais. tu connais réellement, donc pas l'inconnu qui est au bout du monde, et la vie privée. C'est-à-dire que tu vas partager des images qui sont totalement anodines, qui sont dans un certain contexte, que tu partages avec des amis parce que ou ta famille, ou le tonton, la tata, parce que tu as envie de partager ces moments-là, et qui vont pas du tout être détournés de leur sens premier. Tout à fait. Mais alors, c'est pour ça, un truc que personne ne fait jamais, moi non plus, hein, c'est lire les conditions d'utilisation. Et typiquement, sur Facebook, c'est écrit noir sur blanc, après, à mon avis, beaucoup de texte pour que, voilà, ce que tu mets sur Facebook appartient à Facebook. Period. C'est tout. Ça ne t'appartient plus, c'est comme ça, c'est voilà. Tu mets une photo de tes enfants sur Facebook, ça appartient à Facebook. Demain, Facebook veut lancer son propre modèle d'IA générative, peuvent utiliser tout ce qu'il y a d'écrit, d'images, de contenu vidéo, de contenu audio qu'il y a sur les réseaux. Ça leur appartient. Ouais. Et donc, et le truc, c'est que dans une optique d'économie libérale, en fait, tu as dit oui. Alors, c'est extrêmement discutable et il y a des gens qui font du travail là-dessus pour dire que quand tu acceptes une condition d'utilisation, en vrai de vrai, tu n'acceptes pas vraiment parce que voilà, tu n'as pas les capacités pour vraiment. Donc, il y a des travaux. Mais techniquement, tu as dit OK. Et donc, moi, c'est pour ça que je partage que sur WhatsApp, c'est parce que WhatsApp n'arrête pas de rappeler que c'est crypté, qu'ils font hyper gaffe, etc., et que les seules informations qu'ils partagent avec Facebook, parce que c'est quand même la même, C'est la même maison. maison, c'est les infos qu'ils ont sur toi, c'est-à-dire, en fait, ce sont les métadatas. Donc, ton âge, ton genre,
à quelle heure tu te connectes, à quelle heure tu checkes tes messages, etc. Donc ça vient nourrir le modèle, mais pas le contenu de tes messages et donc, hopefully, pas les photos, pas les audios, pas les vidéos. Mais c'est quand même déjà, mine de rien, un premier truc. Hein. Donc voilà. Donc c'est à toi de voir si tu es OK, pas OK avec ça, etc. Mais ce sont effectivement des vraies questions qu'il faut pouvoir se poser. Et du coup, toi, à ton niveau, tu as déjà pris conscience de ça, tu t'es vachement renseigné sur le sujet. Est-ce que tu as mis en place quelques techniques pour justement aider toi, ta famille, ton cocon familial proche, mais aussi tes parents, d'autres personnes autour de toi, à vraiment gérer cette présence-là, à dire, ok, la vie privée, ça reste un truc important, il faut qu'on fasse attention, et fais surtout pas ça sur telle plateforme, c'est dangereux, va plutôt sur telle autre. C'est des choses que tu mets en place un peu? Oui et non. Autant sur ma famille nucléaire, ma femme, mes enfants, je suis hyper catégorique là-dessus. Donc mes potes, ma famille savent qu'on ne partage pas de photos de mes enfants, ni de moi-même sur les réseaux sans que je donne mon accord, etc., etc. Et sur mes enfants, c'est jamais. Point. Donc ça, tout le monde sait, c'est assez carré. Voilà, et comme je suis hyper pénible sur le sujet, voilà, les gens ont bien compris, j'ai pas besoin de le répéter. Ça, c'est cool. Après, en revanche, tu vois, c'est ce que je te disais un peu là, juste avant qu'on enregistre, c'est pour moi, je veux pas être un moralisateur, je veux pas être quelqu'un qui pointe du doigt. Et donc, pour moi, je voudrais jamais être cette personne qui dit « Ah, tu devrais pas faire ceci, ah, tu devrais pas… » Si les gens viennent m'en parler en me disant « Tiens, Louis, tu as écrit un truc sur le sujet, je crois que ça t'intéresse, qu'est-ce que tu nous conseilles ?» Avec plaisir, je leur dirais même « Écoutez, Stéphane a écrit un livre là-dessus, n'hésitez pas, renseignez-vous. Voilà, je peux parler pendant 2 heures sur le sujet. » Donc là, bien sûr. Mais de moi-même, je vais pas aller voir, j'en sais rien, moi, mes potes, ma belle famille, en disant « Ah, tiens, j'ai vu que tu avais posté des photos d'un tel sur… Oh, je le ferai pas. » Non, c'est pas à moi de faire ça. En tout cas, enfin… Je supporterais pas que quelqu'un me dise comment je vais élever mes enfants. Je pense que ça marche un peu dans le sens, je voudrais pas être la personne qui va dire aux gens, ah tiens, tu devrais faire ça avec tes enfants. Donc voilà, j'essaie de bien séparer ça et de pas être odieux non plus là-dessus. Après, c'est sûr que voilà, si les gens me laissent juste la toute petite opportunité d'en parler, évidemment, je leur dirais, écoutez, franchement, les photos de vos enfants sur les réseaux, je le ferai pas. Parce que tu sais, les gens disent parfois. Non, mais t'inquiète, je suis en mode privé. Mon compte Facebook, il n'est disponible qu'à personne. Ouais, d'accord, mais ça changerait en fait que la photo de tes enfants en fait appartient quand même à Facebook. Tu vois, les gens lisent jamais les conditions d'utilisation. Donc tout ce qu'ils mettent sur Facebook appartient à Facebook. Et donc demain, ça peut nourrir un modèle d'intelligence artificielle. T'as la photo de ton fils qui du coup peut faire ça. Et donc si demain, je sais pas, moi je demande à ce modèle d'intelligence artificielle, salut, je voudrais une photo d'une famille de gens qui mangent et en fait, bah il va se nourrir entre autres de la photo de ton fils et donc il va y avoir quelqu'un qui sera probablement pas copier-coller ton fils mais qui lui ressemblera énormément. Bah en fait, il pourrait se retrouver sur mon compte alors qu'en fait, il n'y a pas de raison quoi. Donc ça, je pense, c'est des choses auxquelles il faut faire vachement attention. Oui, parce que surtout, tu délègues du coup la responsabilité du stockage, de l'hébergement de ces données-là à des gens qui travaillent dans des entreprises privées, qui ont des buts mercantiles derrière. Bien sûr, exactement. Et qui surtout n'ont absolument aucun intérêt à préserver le fait que ton enfant ne se retrouve pas demain sur un panneau publicitaire. Enfin, la photo leur appartient. Donc tu vois, si j'ai une grosse boîte qui est prête à payer pour, bah écoute, basta. Donc non, voilà, donc pour les enfants, c'est très très catégorique. Mais j'essaye parfois de rappeler aux parents aussi que la responsabilité qu'ils ont par rapport à ça en fait. Il y a un peu de boulot, je te confirme là-dessus. J'imagine. C'est pour ça. T'écris un livre sur le sujet, non? Il paraît. Du coup, il reste un gros pan de tout ton livre qu'on n'a pas abordé et qui a un vrai impact sur les familles et sur les jeunes. Aujourd'hui, les réseaux sociaux, ça reste quand même la source principale d'information pour les jeunes générations. En fait, c'est vraiment une fenêtre sur le monde pour eux. Ça leur permet de se mettre à la table des adultes, tout simplement quand ils sont entre 9 et 16 ans, de se dire, ok, j'ai vu tel truc, etc. On peut en discuter avec les parents, on peut échanger, confronter nos points de vue. Pourtant, ils n'ont pas encore les filtres, ils n'ont pas encore l'esprit critique et le recul nécessaire pour tout absorber. Ils mangent un peu les informations comme ça. Ouais, mais c'est du nouveau, tu vois. Ça, je pense que c'est pareil pour les adultes. Ça, c'est très vrai pour les… Je pense, alors c'est peut-être pire pour les plus jeunes. Oui. Mais je pense que honnêtement, il y a pas longtemps, il y a un exemple vraiment très intéressant. Un avocat à New York qui a basé sa plaidoirie sur des exemples de jurisprudence donnés par ChatGPT, qui en plus donc du coup n'existait pas. Oui. La personne est avocat depuis 30 ans. Enfin, tu peux espérer que ce soit quelqu'un qui a aussi l'esprit critique, etc. Donc
Voilà, c'est pour ça que je rappelle souvent, c'est pas que les enfants. Tu peux être considéré comme quelqu'un de super malin dans la société. Et en fait, la tech t'envoie un truc et t'es en mode, ah ouais, c'est sûrement vrai. Donc je pense qu'il faut faire vraiment attention selon la façon dont le message est amené. En fait, toi-même, tu pourrais être la première personne à dire, ah bah ouais, c'est sûr. Et les réseaux, et j'en parle pas mal dans le livre notamment, sont devenus bien meilleurs à t'amener tous les contenus un peu de la même façon pour que tu les gobes tous de la même façon. Et ça, c'est dangereux. Moi, je pense que c'est très dangereux là-dessus. Donc non, c'est des sujets à aborder, c'est clair. Oui, ça c'est vrai, tu as tout à fait raison. Et dans le bouquin, tu dis aussi, et c'est très vrai dans l'expérience utilisateur aujourd'hui, que tous les contenus sont mélangés. C'est-à-dire que je peux très bien tomber sur un contenu vrai, faux, je peux tomber sur une fake news, je peux tomber sur une publicité. Tout est un peu entremêlé. Et pourtant, je me retrouve, du coup j'ai un vrai surplus d'informations, parce que c'est des milliers de contenus. Je me retrouve quand même enfermé dans une bulle que tu appelles une chambre d'écho, une bulle du filtre. Ouais. Tu peux nous en dire un peu plus? En fait, les chambres d'écho, c'est le fait que c'est un petit peu, tu vois, ce que je disais là tout à l'heure sur LinkedIn. Moi, sur LinkedIn, je ne suis à peu près que des gens qui sont intéressés par les sujets qui m'intéressent, parce que sinon, je vais me retrouver avec beaucoup trop d'infos et c'est l'enfer. Trop d'infos, c'est lent. Et donc, en fait, le truc, c'est que à force de ne suivre que des gens qui m'intéressent, souvent les gens qui m'intéressent, et ça, c'est ce qu'on appelle l'homophilie politique, mais c'est vieux comme le monde, c'est des gens avec qui je m'entends bien et avec qui je suis d'accord. Et donc le truc, c'est que je me retrouve en fait à ne lire que des contenus avec lesquels je suis globalement d'accord. Donc, en termes d'esprit critique, c'est pas terrible. Tu vois, et je me souviens parce que j'avais eu cette discussion avec une collègue au moment du Covid, où moi, toutes mes sources d'infos, j'étais encore sur Facebook à ce moment-là, j'ai quitté un tout petit peu après, toutes mes sources d'infos expliquaient que le truc, l'hydroxychloroquine, sorry, c'est sûrement pas le bon terme, mais ce truc-là, c'était n'importe quoi, ça n'aidait pas du tout le Covid. Et elle me dit, attends, mais Louis, moi je lis que des articles qui montrent que c'est marche hyper bien. Alors, à part ça, cette collègue et moi, on est complètement différents. C'est pas le même taf, on vient pas de la même ville, voilà, on est tellement différents, on n'a pas fait les mêmes études, machin. Vraiment, on n'a rien en commun, mais on bossait juste dans la même boîte. Et on avait ces discussions, elle me dit, mais attends, mais Louis, moi j'ai lu ça, j'ai lu ça, j'ai lu ça, qui me dit que ça marche. Et moi, je dis, attends, mais moi j'ai lu tout l'inverse. Et ça m'a beaucoup fait rire parce que quand on était petit et qu'on disait des conneries, nos parents nous disaient souvent, bah attends, va lire 2-3 trucs et reviens. Aujourd'hui, le problème, c'est que les gens lisent. Oui. Et comme tout est mis sur un même pied d'égalité, le truc, c'est qu'aujourd'hui, un article du Monde et un article de Jean-Michel, j'ai mon avis, sont mis sur exactement le même pied d'égalité, alors que le Monde investit, c'est des gens qui font des recherches, etc., etc. Jean-Michel, j'ai mon avis, c'est rarement le cas. Et du coup, les deux sont mis sur un même pied d'égalité, et donc c'est très compliqué de se faire un véritable critique. Donc moi, je pense que voilà, c'est un peu ce truc-là. Et donc, les chambres d'écho dérivent un peu de ça. C'est que si tu n'es d'accord qu'avec des gens qui sont d'accord avec toi, enfin, tu ne suis que des gens qui sont d'accord avec toi, tu vas interagir avec ces personnes-là, et ça ne te permet pas de changer ton avis, d'amener à plus d'esprit critique. Et donc, une énième conséquence de ça, c'est ce qu'on appelle la polarisation. Et donc, pour faire simple, je prends souvent l'exemple avec les États-Unis, c'est que les démocrates deviennent très démocrates, et les républicains deviennent très républicains. Et d'ailleurs, on le voit même en France. Tu vois, aujourd'hui, la droite, pour être certain de vraiment bien garder son électorat, flirte avec l'extrême droite. La gauche, pour être bien certain de garder son électorat, flirte avec l'extrême gauche. Et donc, t'as plus tellement de partis du centre. Alors, t'as une sorte de, Emmanuel Macron, etc., qui est plus un épiphénomène qu'autre chose, qui a bien réussi pour lui, mais c'est un autre débat. Mais donc, t'as vraiment une droite très à droite, une gauche très à gauche, et du coup, en fait, un véritable fossé dans la société. Et je pense que ça, pour moi, d'un point de vue politique, géopolitique, c'est probablement un des plus grands maux dont les réseaux sociaux ont la responsabilité. C'est vraiment cette polarisation du débat public et où c'est devenu très compliqué de communiquer avec les uns et les autres parce que quand, en plus, Twitter, 140 caractères, comment tu veux être pertinent et critique dans 140 caractères? Pour avoir de la visibilité, évidemment que tu clashes. Mais c'est pas un débat, le clash. Tu relis Platon, les vrais dialogues socratiques, voilà, tu avances des arguments, thèse, antithèse, synthèse, tu discutes, tu échanges, tu réfléchis. Aujourd'hui, avec Twitter, tu es obligé dans une sorte de société du spectacle. Et donc, pour plaire à ta chambre d'écho, tu es grandiloquent, tu es peut-être très éloquent, mais c'est très creux souvent. Parce que voilà, tu vas avoir des choses qui... Voilà, ça va clasher. Et comme ça, tu fais des vues, comme ça, tu gagnes en popularité, et t'espères être élu au prochain tour. Mais idéologiquement parlant, peu importe que ce soit de droite, de gauche, du centre, c'est un problème. Et moi, je suis profondément démocratique. Je suis profondément démocrate et donc je crois dans un
projet profondément démocratique, mais je me rends compte que c'est devenu de plus en plus compliqué. Et effectivement, si tout le monde campe sur ses positions en sachant que généralement la vérité est souvent un peu entre les deux, Oui, c'est un problème. Et la vérité est souvent en nuance, exactement. ce qu'on Et a moins sur les réseaux. Exactement. C'est tout à fait ça. Et du coup, c'est un des éléments que tu mets aussi en avant dans le livre. Tu parles du fait que ces bulles, elles sont hyper confortables. Du coup, tu te sens bien dedans, tu te sens pas forcément en danger. Par contre, elles déforment totalement ta réalité. Bien sûr. Et du coup, quel conseil tu pourrais donner pour justement essayer de sortir de cette bulle? Tu disais au début de cet entretien que tu allais toi-même chercher tes contenus, chercher sur YouTube tes sources d'informations pour pas dépendre que de l'algorithme. Ça, je pense que c'est déjà un truc très malin à mettre. Là, c'est très facile, très concret. C'est ça. Après, donc, je disais, c'est difficile parce que d'une part, le principe d'homophilie politique, ça existe depuis tellement longtemps. Je vais pas aller demain. Enfin, je trouverais ça très compliqué de dire aux gens, et moi-même je ne le ferai pas. Écoutez, allez dans des cercles avec des gens avec qui vous êtes que en désaccord, que vous ne pouvez pas piffer pour savoir ce qu'ils pensent. Je pense que d'un côté esprit critique, ce serait très intéressant, mais voilà, très compliqué. Pour moi, c'est plus d'être capable, quand on reçoit une information, de prendre du recul. Et si jamais vous avez une information qui vient de quelqu'un que vous n'aimez pas trop, c'est là de ne pas tout de suite la rejeter, de juste dire, attends, c'est un point de vue. Pourquoi moi j'ai mon point de vue? Mais c'est hyper difficile à faire. Oui. Mais voilà, c'est ça. Et dans les journaux, essayer de varier un peu. Moi, donc je lis des journaux avec lesquels je suis potentiellement moins d'accord. Enfin, je suis des journaux avec lesquels je suis un peu moins d'accord. Et donc, je lis des journaux qui ont vraiment une ligne plutôt de droite, économique, machin. Et je lis des journaux qui sont aussi plutôt de gauche, plus sociaux, etc., etc. Et en me disant, voilà, il y a des trucs où j'arrive et j'essaye comme ça d'avoir un positionnement qui se veut plus ouvert en sachant que c'est un combat de tous les jours. C'est ça. Et donc voilà, et parfois d'avoir cette capacité, quand quelqu'un vraiment dit quelque chose avec qui je ne suis pas d'accord, de pas rejeter en bloc, mais juste dire attends, mais pourquoi tu dis ça? Mais c'est difficile, c'est compliqué. Ouais, c'est difficile, notamment dans l'écosystème des réseaux sociaux où, comme tu le disais, sur Twitter, tu as 140 caractères, enfin un peu plus aujourd'hui, mais souvent tu vois des vidéos qui font 10 secondes, 15 Bien secondes. sûr, mais parce que dès que c'est plus long, c'est très compliqué. Tu vois, je veux dire. Et même aujourd'hui, tu vois quelqu'un qui m'envoie un voice de 2 minutes 30, je suis là en mode, oh là là, attends, il va falloir que je me pose pour. Donc c'est. Ouais, vraiment prendre le temps, c'est dur, mais moi je trouve que ça a plus de. Enfin. C'est sûr qu'en plus, tu vois, si tu lis juste le chapeau d'un article, ou même juste le titre, qu'est-ce que tu veux? Enfin, jamais tu vas creuser l'article. Alors, si jamais, en plus, tu as un journaliste qui a passé peut-être plusieurs semaines, plusieurs mois, un vrai truc d'investigation, etc. En fait, il y a 12 pages à lire, mais tu as décidé de lire que le titre. Oui, bah c'est sûr, de la nuance, tu risques de passer à côté, même si c'est un journaliste plutôt de droite ou plutôt de gauche, tu vois. Mais, donc voilà, essayer de lire des trucs un peu plus complets. Moi, je me suis abonné à plusieurs... Ah oui, alors ça, c'est un truc qui est très bête aussi, mais payer pour les infos que vous lisez. C'est sûr que si c'est gratuit, je ne sais pas comment ça a été obtenu, mais c'est parfois un peu compliqué. Donc je pense qu'il ne faut pas hésiter à payer pour les infos qu'on a. Et notamment, moi, j'ai un truc qui est vraiment très très bien en France, un journal qui s'appelle Le 1 Hebdo, qui sort toutes les semaines, sur un sujet d'actualité, mais qui est traité avec différents angles. Alors je pense que c'est quand même clairement plutôt un journal de gauche, mais c'est hyper intéressant et à chaque fois, parfois ça m'amène des sujets que j'aurais jamais eu l'intention de m'intéresser, mais voilà, c'est pas un journal d'actualité, c'est un journal qui prend une actualité et qui la traite. C'est hyper intéressant. C'est vraiment vraiment cool. Oui, et puis, mais donc voilà, je vais vraiment creuser ce sujet-là, parce qu'eux l'ont très bien fait. Je suis abonné à l'Echo en Belgique, qui est un journal donc plutôt économique, plutôt de droite quand même s'ils sont très progressistes sur certains sujets sociaux, mais voilà, c'est beaucoup d'infos sur les entreprises, etc., etc. Donc, voilà, mais je suis abonné. J'aime beaucoup lire, j'aime beaucoup prendre le temps, mais donc ouais, je suis aussi conscient de la chance que j'ai de pouvoir le faire. Ouais, mais je trouve que c'est hyper intéressant ce que tu dis parce que tu mets en avant déjà l'idée qu'il ne faut pas être dans la réaction immédiate, mais il faut être dans la réflexion. Bien et sûr. que c'est un des éléments que tu mets aussi en avant dans le livre. Rien n'est gratuit dans la vie. Jamais. Et cette fausse gratuité des réseaux sociaux et d'Internet en général, il y a beaucoup de gens qui sont encore dans En fait, moi je dis toujours, il y a toujours quelqu'un, quelque part, qui paye. Toujours. Et donc, général, par exemple, l'exemple que je donne dans le livre, si tu achètes un t-shirt à 1 euro, toi tu payes peut-être pas, mais généralement c'est soit des femmes et des enfants qui payent en Asie du Sud-Est, parce qu'ils font tes t-shirts dans des conditions misérables, soit c'est la planète qui paye parce que ça avait fait dans des conditions environnementales misérables. Donc il y a quelqu'un, quelque part, à un moment, qui paye. Et c'est pareil pour Facebook. Toi tu payes peut-être pas directement, mais en fait, tu payes parce que
ton temps futur, pour reprendre l'expression de Shoshana Zuboff, t'es dérobé parce que tu vas plus pouvoir choisir directement ce que tu as envie de faire, etc. Parce que ton système démocratique va malheureusement en pâtir et sérieusement. Toutes ces façons-là vont faire que, en fait, tu vas payer. Et c'est pareil pour la presse. Si tu prends la presse gratuite, si c'est pas toi qui payes, soit c'est l'État qui paye, et donc indirectement c'est toi qui payes, et je suis vraiment pas contre ça du tout. Je pense que tu vois en France, tout ce qui est France Télé, Radio France, etc., je trouve que c'est génial, ils font quand même des programmes d'une très grande qualité. France Culture, c'est vraiment une très 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 bonne radio, et j'écoute plusieurs de leurs podcasts, c'est passionnant. Notamment Le Meilleur des Mondes de François Saltiel, c'est hyper intéressant. Je n'écoute pas chaque semaine, mais c'est vraiment très bien. Donc tu as ça. Ou alors, si jamais c'est pas l'État qui paye, mais en fait, qui va payer pour cette information gratuite? Soit toi, parce que tu donnes tes données pour y avoir accès, soit en fait toi, parce que l'information, en fait, elle est pourrie. Soit c'est peut-être d'autres grands journaux, genre Le Monde, Le Figaro, Libé, Le Parisien, qui payent, parce qu'en fait, quelqu'un a piqué leurs infos pour aller faire des trucs gratuits. Donc, d'office, à un moment, il y a quelqu'un qui paye. La gratuité n'existe. Et c'est marrant parce que on sait tous ça. Tu vois, tu sais bien que rien n'est gratuit dans la vie. La pure gentillesse, etc., envers des gens que tu connais pas, je dis pas que ça n'arrive jamais. Mais je dis que c'est quand même très, très, très rare. Il y a plusieurs études qui montrent que même si tu donnes de l'argent, soit pour une cause à l'étranger, soit à une personne dans la rue, etc., c'est généralement plus poussé par un sentiment égoïste de « Ah, je suis une bonne personne » que par de la véritable charité, etc. Alors, de nouveau, c'est pas mon domaine et je veux pas commencer à juger les gens, donc je m'y connais pas tant que ça, mais je parle de musique de la pure gratuité. Je dis pas qu'elle n'existe jamais, mais je dis que c'est vraiment extrêmement rare. Et il y a un très bon épisode de Friends sur le sujet entre Phoebe et Joey qui essayent justement de se convaincre l'un et l'autre. Tout à fait, que la gratuité existe alors qu'en fait, pas du tout. Et donc enfin, voilà, moi je pense que c'est un sujet qui est très intéressant et c'est là de nouveau l'éducation. D'expliquer aux gens que quand il y a quelque chose qui est gratuit, en fait il y a un truc quelque part. Et je pense que du coup, ce que tu dis, le fait de payer pour l'information, aujourd'hui c'est un vrai bon moyen de lutter contre les fake news, oui, qui bien sont sûr. le mal du siècle. Et aujourd'hui, c'est un vrai moyen. Si on n'a pas les moyens et on est un peu limité en budget, suivre au moins ces médias d'information, France Info, France Télé, etc., sur les réseaux sociaux qui font beaucoup de désintox et de travail de qualité, c'est déjà une première chose. Mais ensuite, diversifier ces sources d'information, c'est effectivement quelque chose d'essentiel. Carrément. Non, je suis hyper aligné là-dessus. Top. Dans le livre, il y a un petit passage qui, moi, m'intéresse pas mal, qui est autour des influenceurs. Ouais. Du coup, il y a une citation de Thomas Angerer, qui est donc le fondateur de l'agence Bien Influence, qui dit on ne sait pas réellement si Georges Clooney aime le café. Ouais. Par contre, il en vend. Du coup, moi, j'aimerais te poser la question pourquoi aujourd'hui il faudrait se méfier des influenceurs? C'est marrant parce que c'est une discussion justement que j'ai beaucoup avec Thomas, qui par ailleurs est un très bon ami. Et quelque chose auquel lui revient beaucoup, lui d'ailleurs ne parle jamais d'influenceurs, il parle de créateurs de contenu. Et je trouve ça assez intéressant. Et lui en fait il travaille surtout avec des créateurs de contenu. Et il parle d'authenticité. Et il dit, en fait effectivement les influenceurs, et typiquement George Clooney est un influenceur, tu sais même pas s'il aime le café ou pas, bah en fait tu peux un peu t'en méfier parce que ça se trouve il te vend du vent. Il fait ça parce que il est payé pour. Et donc en fait demain, je caricature vraiment beaucoup, mais tu vois, il serait payé pour vendre un truc dégueulasse, mauvais pour la santé, etc. Peut-être qu'il le ferait. Alors que là où moi je préfère la notion de créateur de contenu, ce sont souvent des gens qui croient profondément dans quelque chose et qui, du coup, en fait, vont en parler. Et pourraient pratiquement le faire gratuitement, c'est juste qu'il y a de l'argent à se faire et pourquoi est-ce que je passerai à côté? En gros, je caricature un peu, mais c'est un peu ça. Et je pense que c'est hyper important. Et moi, alors c'est impossible à mettre en place, mais j'aimerais beaucoup qu'il y ait une sorte de charte qui dit que les influenceurs sont, quand ils font des trucs sponsorisés, sont obligés de le faire pour des produits auxquels ils croient vraiment. Tu vois, alors tu pourrais pas parce que tout le monde doit dire mais oui bien sûr j'y crois alors que voilà, mais je crois que c'est Bruno Le Maire qui a mis en place notamment une réglementation qui fait que maintenant les contenus sponsorisés ou promus, ça doit être très 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 clairement indiqué, voire même dans la première ligne du post ou ce genre de choses, et je trouve que c'est très bien. Voilà, pour dire ça c'est une pub, etc. Mais c'est toujours pareil, est-ce qu'il faut se méfier des influenceurs? Je pense qu'il ne faut pas se méfier des influenceurs plus
que n'importe qui met du contenu. Je pense qu'il faut utiliser son esprit critique, quoi qu'il arrive. Et avec les influenceurs, la première chose que ton esprit critique doit dire, il est payé pour faire ça. Mais pour moi, tu ne dois pas forcément t'en méfier plus que une personne d'un parti politique qui vanterait les idées de son parti politique et tu dirais, bah attends, cette personne-là, elle est quand même du parti, non? Donc elle pourrait pas penser autrement. Tu vois? Donc bon, voilà. C'est vrai. Mais du coup, c'est une clé de lecture intéressante de se dire, effectivement, on doit toujours penser que la personne en face a été payée pour. Bien sûr. Et ça ne veut pas dire qu'elle ne pense pas ce qu'elle dit. Ça ne veut pas dire que son contenu est mauvais. Ça veut juste dire que ça t'ajoute une couche de lecture à ce truc-là. Tu vois? Et tu vois, il y a eu un moment, je crois, McDonald's était sponsor de je ne sais plus quel événement sportif. Tu te doutes bien que le sportif qui est sur l'affiche avec le burger ne va pas chez McDo tous les jours. Il ne pourrait pas être un sportif de haut niveau en faisant ça. C'est impossible. Et donc quand tu utilises un tout petit peu ton esprit critique, tu regardes ça et tu te fais « Ah bah oui, évidemment, c'est sûr, il est payé pour et en vrai, c'est une chouette pub. » Ça peut être une chouette pub, tu vois. C'est pour ça que je ne veux pas tout diaboliser. C'est juste dire « Attends, non. Cette personne n'a pas vanté McDo par plaisir de McDo. Et j'ai rien contre McDo, hein. J'y vais de temps en temps aussi, ça me fait plaisir. Mais jamais je vais chez McDo tous les jours, tu vois. Et donc, je pense que c'est vraiment juste cet esprit critique-là à avoir. Se dire, attends, mais pourquoi cette personne dit ce qu'elle dit? Et ça peut être valable pour tout ce que tu vois sur les réseaux sociaux, mais même pour tout ce que tu lis, pour tout ce que tu entends. Et de nouveau, c'est très fatigant à faire tout le temps. Exactement. Mais objectivement, c'est un peu ça qu'on aimerait que les gens soient capables de faire. C'est vrai, c'est vrai. Mais ça, je trouve ça hyper intéressant ce que tu dis, de se dire pourquoi cette personne-là dit ce qu'elle dit, notamment quand on se met dans la position d'un jeune qui commence à découvrir les plateformes, qui commence à s'intéresser à ces influenceurs-là, que ce soit dans le domaine du jeu vidéo, de la beauté, des danses, de la photographie, de tous les domaines qui sont clés. Se dire, si lui il l'a dit, c'est forcément vrai. Et là, à chaque fois, tu me réponds esprit critique, esprit critique, esprit critique. Ouais, et je pense que c'est ça qu'il faut ramener avec les enfants, en fait. Tu vois, à table, ah tiens, tel influenceur ou telle influenceuse, elle a dit, ou il a dit tel ou tel truc. Ah ouais? Pourquoi? Et on en parle. Et ça se trouve, cette influenceuse, elle avait raison de dire ça. Et peut-être même qu'elle était même pas payée. Ou peut-être qu'elle l'était, mais que c'était juste opportuniste parce qu'en fait, ça fait des années qu'elle utilise ce produit-là et que bah là, coup de bol, on l'a payé pour le faire. Trop bien. Tu vois, mais je pense que c'est vraiment cette idée-là à avoir, c'est de dire, attends, mais pourquoi? Et d'accompagner les enfants à avoir cet esprit critique-là, mais pour accompagner les enfants, il faut déjà que nous, on en soit capable. Et là, de nouveau, c'est hyper dur. Moi, j'en suis pas capable tout le temps. C'est hyper fatigant, etc. Et donc, c'est là où je pense qu'on peut éduquer les gens, avoir des cours, avoir des vrais échanges. Et je pense que c'est pour être plus promu dans les discours politiques à ce niveau-là. Mais d'un autre côté, et ça, j'en suis conscient, ça fait pas gagner des voix. Tu dis aux gens, on va réduire vos impôts, vous allez gagner plus d'argent. Ou tu dis aux gens, on va vous proposer un programme d'éducation difficile pour vous aider à aiguiser votre esprit critique. Je conçois qu'il y en a un qui amène plus de voix que l'autre. Mais c'est un problème. Évidemment. Donc, évidemment. Autre gros sujet que je veux aborder avec toi, assez rapidement, parce qu'on a déjà passé beaucoup de temps, mais toujours dans cette idée de manipulation, de changement du prisme de la réalité, il y a un gros sujet d'actualité qui est les intelligences artificielles génératives qui permettent de faire plein de choses. Comment on arrive à gérer ça demain? Tu vois, on se rappelle tous avoir vu ces vidéos du pape en doudoune ou de Emmanuel Macron en train de charrier les poubelles ou de se battre sur une barricade. On sait que c'est faux parce que c'est très grossier, c'est très voyant, ces caricatures. Demain, et réellement même déjà aujourd'hui. Oui, j'allais dire hier même déjà. Voilà, hier, on peut faire beaucoup mieux, beaucoup plus précis, beaucoup plus fin. Et certaines organisations utilisent déjà ça à des fins de propagande. Comment on arme les familles et les parents face à ça? Alors, d'un côté, j'ai envie de te dire c'est la même réponse et à la fois c'est une réponse différente. La question de l'esprit critique, elle doit rester. Et entre guillemets, quand tu vois Macron ou le pape en doudoune, sur ces photos générées par intelligence artificielle, tu sais que c'est faux, mais en fait c'est ton esprit critique. Tu vois juste ça, tu fais « Ah bah non, ça c'est trop gros ». Donc c'est de l'esprit critique facile, mais c'est l'esprit critique quand même. Et donc, techniquement, tu dois garder les mêmes choses, mais pour moi, c'est également le cas. Si jamais tu lisais un article, il n'y a pas de photo, juste qui t'explique que le pape s'est acheté une doudoune Balenciaga, tu te dirais « Bah, c'est peu crédible quand même ça me semble chelou ». Qui a écrit ça?
Ah tiens, les échos. Ah, tiens, peut-être que c'est vrai du coup. Mais enfin, tu vois, je veux dire. Donc, pour moi, cette question de l'esprit critique, elle reste pertinente. Après, pour moi, il y a beaucoup d'autres sujets qui sont amenés par les IA génératives, qui sont notamment les questions de rémunération, qui sont évidemment les questions aussi de... Moi, ce qui me fait très peur, et d'ailleurs, il y a un livre, j'ai écrit un livre qui va sortir à ce sujet-là, qui est les gens qui s'enferment pour ne faire qu'échanger avec des intelligences artificielles et qui arrêtent de parler avec leurs semblables. Moi, ça me fait beaucoup plus peur. En tout cas, j'espère que les gens liront plus sur le sujet. Ce serait déjà pas mal. Ça, c'est un très bon vœu. Écoute, merci beaucoup Louis pour cet entretien. Avec grand super. plaisir. Merci à toi de te déplacer à Bruxelles alors qu'il pleut. Ce qui n'est pas toujours le cas à Bruxelles. C'est pas hyper beau, c'est Ouais, vrai. c'est vrai. On la connaît mieux. Et merci beaucoup encore. Trop bien. Merci à toi. À bientôt, au revoir. Ouais.